Voici la partie 1 du module 3. Identifier les causes profondes et les points d'entrée. Cette présentation porte sur ce qui se passe après une analyse du secteur de l'éducation, au cours de laquelle vous avez pu étudier votre système éducatif actuel sous l'angle de l'inclusion du handicap. Ce processus vous a permis d'identifier les failles de mise en œuvre et de couverture, ainsi que de mieux comprendre les activités actuellement en cours pour répondre aux besoins des enfants en situation de handicap dans le système éducatif. Nous allons réfléchir à la manière de passer de cette étape à l'identification et à la sélection des stratégies. Une fois l'analyse terminée, il est souvent difficile de savoir ce qu'il faut faire et dans quel ordre. Et il est impossible d'appliquer une seule et unique réponse à tous les pays. Ce qui fonctionne dans un cas peut ne pas constituer la bonne stratégie pour un autre. Mais ensemble, nous découvrirons le processus de planification participative et certains outils pratiques pouvant être utilisés et appliqués lors de la phase d'identification et de sélection des stratégies, y compris pour identifier les causes profondes et les points d'entrée. Voici maintenant quelques termes que vous pouvez utiliser au cours de ce processus. La politique fait référence à la vision et aux objectifs généraux du secteur de l'éducation nationale. C'est ce que nous avons étudié dans l'activité du groupe du module 1. Et les buts. Voilà, ce sont les résultats à long terme que nous visons pour réaliser la vision de la politique. Les objectifs, c'est pas nouveau pour vous, j'espère. Les objectifs sont les jalons spécifiques ou à court terme, inscrits dans le calendrier du plan sectoriel de l'éducation. Et voilà les stratégies. Les stratégies sont les moyens d'atteindre les buts et les objectifs du plan. Les cibles sont des indicateurs spécifiques et mesurables à atteindre dans un délai agréé ou bien imparti. Les programmes. Bon, les programmes désignent l'approche conçue pour concrétiser les stratégies et les cibles, et les projets désignent un effort spécifique et bien défini pour fournir un résultat tangible. L'équité, comme vous le savez, l'équité implique la justice en offrant à chaque enfant une chance égale de réussite. Cela signifie que tous les enfants ont la possibilité de survivre, de se développer et d'atteindre leur plein potentiel sans discrimination, sans partialité, sans favoritisme. Cela signifie également que chaque enfant a des besoins différents en matière de soutien et d'assistance et que le système éducatif doit en tenir compte. Donc voilà, l'éducation tenant compte du handicap. Cela signifie donc un système éducatif qui répond aux divers besoins de tous les enfants, généralement dans les mêmes salles de classe et les mêmes écoles. Bon, maintenant commençons avec la planification. La planification du secteur de l'éducation est souvent présentée comme un cycle continu. Certains d'entre vous ont peut-être participé à la totalité du cycle. Mais le plus souvent, vous êtes intervenu à une étape particulière du processus. Le module 2 vous a permis de découvrir ce que représente l'analyse d'un système éducatif dans une optique d'inclusion du handicap, ainsi que le cadre de référence en 13 blocs pouvant servir à réaliser cette analyse. Cette analyse soulève naturellement des questions sur ce que le secteur de l'éducation doit faire pour remédier aux lacunes, pour relever les défis et saisir les opportunités qui se présentent aux enfants en situation de handicap au sein du système éducatif. Et ce module, donc module 3, nous permet de passer à l'étape
suivantes du processus. Identifier et formuler des priorités et des stratégies politiques. Par tradition, les pays ont entamé ou commencé le processus de construction de systèmes éducatifs tenant compte du handicap par le biais de projets individuels qui ont souvent influencé l'évolution du système. L'approche participative constitue un autre aspect important à prendre en compte au moment d'identifier et de choisir des stratégies visant à inclure les personnes en situation de handicap dans l'éducation. Comme vous le savez très bien dans l'expression « rien sur nous, sans nous ». En général, chaque dialogue politique et chaque choix stratégique doit suivre une approche participative en associant les intervenants de tous horizons, notamment ceux qui, en fin de compte, seront affectés par ces politiques et ces stratégies. L'éducation tenant compte du handicap n'échappe pas à cette règle. La véritable participation ne se limite pas à une simple consultation. La communauté des personnes handicapées doit faire partie de l'ensemble du processus de planification et de mise en œuvre. Souvent, ces personnes sont purement et simplement exclues du processus. D'autres fois, elles ne sont pas consultées, sauf dans certaines parties ou à la toute fin du processus de développement. Le point de départ de la participation est un dialogue politique qui permet de dégager un consensus sur la formulation d'une approche inclusive dans le cadre du fonctionnement du système éducatif, et non comme un élément distinct. L'éducation inclusive, donc, doit fonctionner pour tous les élèves. Ce système est conçu pour permettre aux dirigeants politiques et aux experts techniques de trouver un équilibre entre les ambitions d'une part et les contraintes d'autre part. Il est également conçu pour sensibiliser et mobiliser un large éventail d'acteurs impliqués dans l'éducation. Donc, que signifie une approche participative dans le cadre des interventions visant à inclure les personnes en situation de handicap? Ou bien, une question encore plus pertinente, qui détient les informations nécessaires à la conception d'interventions inclusives? En termes d'éducation tenant compte du handicap, il convient d'impliquer les groupes suivants. Bien, le ministère de l'Éducation et les différents niveaux de l'administration scolaire, car c'est le ministère par excellence quand il s'agit de garantir une bonne éducation à tous les enfants. Il est question du ministère de tutelle qui gère les questions relatives au handicap, santé, bien-être, affaires sociales, etc. Ça varie selon les pays. C'est généralement le ministère chargé de dispenser des services aux enfants porteurs de handicap. Donc, c'est question des liens avec le ministère de l'Éducation. Il y a aussi la question des organisations de personnes handicapées. Parfois, on dit OPH, Organisation des personnes handicapées, car ce sont les clients ou les personnes dont les besoins doivent être évalués et planifiés. Il y a aussi, comme vous le verrez sur ce schéma, les ONG, les organisations non gouvernementales, car elles assurent souvent des services aux enfants qui ont un handicap et ils sont susceptibles d'avoir l'expérience et l'expertise nécessaires pour éclairer les processus de décision et de planification. Il y a bien sûr les partenaires internationaux, car ils sont souvent en accord avec les accords internationaux et peuvent fournir l'assistance et l'expertise technique et financière. On peut aussi parler des organisations ou syndicats d'enseignants. Eux, ils peuvent susciter un changement d'attitude en faveur de l'inclusion des enfants en situation de handicap, en travaillant avec leurs membres. Et enfin, il y a la participation des parents qui n'est pas à négliger. Les parents ou bien les organisations de parents jouent un rôle indispensable. Ils sont prêts à défendre les intérêts de leurs enfants avec beaucoup de conviction. Mais ils peuvent aussi faire obstacle quand ils pensent que l'école ne peut pas aider leurs enfants. Donc, très important d'avoir leur participation et leur soutien.
L'approche participative adoptée pour réaliser l'analyse du secteur de l'éducation révèle l'existence d'un certain nombre de défis pour les enfants porteurs de handicap. Et si le plan sectoriel de l'éducation doit nécessairement être complet, il ne peut pas résoudre tous les problèmes à la fois. Par conséquent, il est essentiel de convenir d'une liste de questions prioritaires en évaluant la portée et l'urgence de chacune d'entre elles. Enfin, il faudra aussi s'entendre sur les enjeux prioritaires dans le cadre d'un dialogue politique consultatif. Examinons maintenant de plus près l'exemple du Cambodge. Malgré une longue tradition de prise en charge directe des questions de handicap, 57% des enfants cambodgiens qui ont des handicaps ne sont pas scolarisés. Et parmi ceux qui le sont, beaucoup d'enfants ayant un handicap léger ou modéré ne reçoivent pas le soutien dont ils ont besoin pour réaliser pleinement leur potentiel. Dans le cadre du projet All Children Reading, donc tous les enfants en train de lire, le Cambodge a entrepris de créer un programme d'enseignement de la langue khmer inclusif, tenant compte des besoins des enfants en situation de handicap léger ou modéré dans les écoles ordinaires, en dernière année de maternelle et en première et deuxième année du primaire. Dans un premier temps, l'équipe du projet a analysé les outils, les méthodes et les procédures existants pour détecter d'éventuelles déficiences chez les enfants. Le personnel du ministère de l'Éducation a été consulté tout au long du processus d'élaboration et de mise en œuvre du dépistage. En outre, les organisations locales et internationales expertes en matière de dépistage et d'évaluation des problèmes de vision et d'audition ont été consultées tout au long du processus d'identification et de conception des outils. Donc, après cet examen, l'équipe a élaboré des directives et des tests de dépistage pilotes pour la vision et l'audition, afin de vérifier si les outils pouvaient constituer une option viable sur le plan national. Les enseignants ont été formés au pilote et un test de terrain a été réalisé auprès de 200 élèves d'école maternelle. Une consultation continue avec des experts locaux et le ministère a permis de réviser et de finaliser les outils et les procédures. Après une journée de formation des enseignants, les dépistages ont commencé, ce qui a permis, d'orienter les enfants concernés vers des services de dépistage des troubles auditifs et visuels. En fin de compte, le projet a conclu que charger les enseignants du dépistage n'est pas la méthode la plus rentable ou la plus fiable pour déceler les difficultés. Il serait peut-être plus utile d'affecter les ressources nécessaires à la formation des enseignants au dépistage des enfants, à une collaboration avec le personnel de santé local pour effectuer le dépistage et aider ensuite les enseignants à modifier leur enseignement. Ce projet est un bon exemple d'engagement continu et significatif avec les acteurs concernés et de prise en compte des données. La même stratégie ne serait pas nécessairement appropriée pour notre pays. En abordant l'étape suivante, identifier et formuler des priorités et des stratégies politiques, gardons à l'esprit qu'elle doit se fonder sur les données probantes et être guidée par les résultats des analyses. Bon, voyons ensuite de plus près la chaîne causale. Le processus qui consiste à définir la chaîne causale peut être d'une aide précieuse pour définir les stratégies. Le choix de ces stratégies doit non seulement tenir compte du problème et de ses conséquences, mais aussi de la cause profonde et de la chaîne causale. Prenons un exemple. Si le problème est que les enfants porteurs de handicap ne vont pas à l'école,
L'effet est que les personnes présentant un handicap ne développent pas les compétences nécessaires pour devenir plus indépendantes dans leur vie d'adulte. Les causes profondes sont peut-être que les écoles ne sont pas accessibles et que les parents ne croient pas que l'école puisse aider leur enfant. Ensuite, examinons de plus près la chaîne des solutions. Il s'agit du processus qui consiste à définir des actions et une ou plusieurs stratégies visant à traiter la cause profonde déjà identifiée. Définir la chaîne de causalité est la première étape de l'identification des stratégies. Les stratégies choisies doivent non seulement prendre en compte le problème, mais aussi commencer par la cause profonde et passer par toute la chaîne de causalité. Prenons encore un autre exemple. La première étape consiste à distinguer les causes immédiates des causes indirectes. Si des normes sociétales préjudiciables sont à l'origine du problème, il est impossible de les changer toutes en même temps. Mais il est possible de recenser les causes indirectes susceptibles d'être modifiées. Par exemple, les croyances des enseignants, l'engagement des parents, etc. Ensuite, nous pouvons identifier les actions intermédiaires. Mais il ne faut pas confondre action et stratégie. Les actions sont concrètes et impliquent souvent des étapes plus petites. Elles doivent être réalisables dans un délai plus court. Par exemple, la formation des enseignants, l'éducation des parents, la modification du programme scolaire, etc. Les stratégies ont un impact plus durable si elles sont axées sur la cause profonde et si elles suivent la chaîne de causalité. En d'autres termes, il vaut mieux comprendre parfaitement pourquoi les enfants en situation de handicap ne sont pas scolarisés et de s'attaquer à ces problèmes. Les stratégies définissent vos objectifs à long terme. Systèmes éducatifs inclusifs, disponibilité d'un soutien spécialisé, parents agissant comme principaux alliés et la manière de les atteindre. La mise en œuvre de la stratégie doit être donc liée à l'effet déjà identifié dans la chaîne de causalité. Dans notre cas, l'un des effets était la marginalisation des enfants ayant un handicap. Notre stratégie doit donc viser directement cet aspect-là. La chaîne des solutions permet de rester concentré sur la cause profonde tout en définissant des étapes significatives et réalisables en cours de route. Donc, pour que la stratégie choisie soit efficace, elle doit aussi cibler la cause profonde du problème. Pourquoi le problème s'est-il développé? Certains programmes ont-ils déjà tenté de le résoudre sans succès? Prenons une analogie médicale. Ça peut aider à comprendre ce point. Si vous allez chez le médecin avec un mauvais mal de tête et que celui-ci vous prescrit un analgésique sans poser de diagnostic détaillé, le médecin traite l'effet et non la cause de votre problème. Faute de trouver la cause première du mal de tête, la douleur risque de réapparaître dès que le médicament ne fera plus effet. Les projets qui ne traitent que les effets des problèmes et non les causes sous-jacentes ont donc peu de chances d'apporter des bénéfices durables. Bon, on va approfondir un peu cette analogie médicale. Lorsqu'un médecin diagnostique un patient, il peut être mené à poser des questions à la famille du malade. Il peut également devoir faire appel à des spécialistes pour avoir un deuxième avis. Il en va de même pour le processus de planification du secteur de l'éducation. Dans un sens, nous sommes tous des médecins et ça doit être une entreprise impliquant, tout comme les médecins, de multiples acteurs tout au long du processus, depuis la définition des premiers enjeux ou bien des principaux enjeux du secteur de l'éducation et de leurs causes profondes jusqu'à la mise en œuvre. Bon, il y a beaucoup à faire et la question naturelle qui se pose, c'est par où commencer?
Vous connaissez peut-être l'analogie avec le fruit facile à cueillir. Quand un choix est fait parce qu'il cible l'objectif plus facile à atteindre. Cette analogie a souvent été le point de départ du choix des stratégies visant à surmonter les obstacles au progrès de développement. Cependant, pour atteindre les objectifs les plus marginalisés, comme ceux qui vivent avec un handicap, cette analogie peut être à l'opposé de l'approche souhaitable. Dans le cadre d'une approche de l'éducation inclusive fondée sur l'équité, il faut d'abord s'intéresser à ceux qui sont confrontés aux pires privations et trouver des stratégies qui les concernent en premier lieu. Cette idée est étayée par le raisonnement selon lequel, s'il est possible de concevoir un programme adapté aux enfants les plus difficiles à atteindre, il aidera également les plus faciles à atteindre. Cette approche fondée sur l'équité permet également de mettre en place d'importants éléments de base lors du développement d'un système éducatif. Lorsqu'il s'agit de relever les défis des enfants en situation de handicap qui n'ont pas accès à l'apprentissage, cela signifie qu'il faut chercher des solutions qui prennent en compte dès le départ les enfants les plus difficiles à atteindre, ceux qui sont en situation de handicap, ceux qui ne sont pas scolarisés ou bien ceux qui sont confrontés à des privations multiples. Ok, on va prendre l'exemple maintenant de la République kirghize et de l'initiative en faveur des enfants non scolarisés. Cette initiative est un programme qui vise à aider les pays à résoudre le problème des enfants non scolarisés et à orienter les réformes du secteur de l'éducation. L'un des principaux objectifs du programme, souvent appelé OOSCI, O-O-S-C-I, pour les enfants hors de l'école, quand on le met en anglais, un des principaux objectifs de ce programme est d'améliorer les informations et les analyses statistiques sur les enfants non scolarisés et d'examiner les facteurs qui expliquent leur exclusion de l'école. Les conclusions des études de l'OOSCI contribuent à sensibiliser les décideurs et les professionnels. Elles fournissent également une base pour recommander des changements dans la politique ou les stratégies gouvernementales afin de réduire ou d'éliminer les obstacles et de permettre à davantage d'enfants d'accéder à une éducation de qualité. Comme les systèmes d'information pour la gestion de l'éducation, appelés parfois SIGE, ne fournissent des données que sur les filles et les garçons qui vont à l'école, ils ne nous disent rien ou presque rien sur les enfants qui n'y vont pas. C'est pourquoi l'OOSCI tire normalement ces données des enquêtes auprès des ménages, comme les enquêtes démographiques et sanitaires, les enquêtes en grappe à indicateurs multiples, ou les recensements nationaux, qui recueillent toutes les informations sur chaque enfant des ménages considérés. Donc la République kirghize a rejoint l'initiative OOSCI en 2011. Une étude menée par l'OOSCI révèle que 43% des enfants handicapés ne sont pas scolarisés. La cause profonde en étant la perception publique de la notion de handicap, qui constitue un obstacle social important à l'accès des enfants en situation de handicap à l'école. Elle souligne en outre que ces derniers sont souvent victimes de moqueries et de brimades à l'école. L'étude constate également que la quasi-totalité des bâtiments scolaires et des salles de classe ne sont pas accessibles aux enfants handicapés. Leurs frais de transport sont jugés trop élevés pour les familles et la petite allocation mensuelle versée par le gouvernement ne suffit pas à couvrir ces coûts. Enfin, la République kirghize déclare que très peu d'enseignants ont reçu une formation à l'éducation inclusive et que le programme scolaire et le matériel pédagogique n'ont pas été adaptés aux besoins des enfants handicapés. Le pays a réagi en faisant de l'inclusion dans l'éducation un domaine prioritaire. Cette information a déclenché une série d'actions
notamment le lancement du concept d'introduction de l'éducation inclusive, soutenu par un programme visant à améliorer l'accès à l'éducation et à aider les enseignants et autres professionnels de l'éducation à mieux apprendre à lire aux enfants. Le pays a également inscrit l'inclusion scolaire des enfants ayant des besoins spéciaux dans sa stratégie de développement de l'éducation 2020. Pour poursuivre, vous êtes invité à visualiser la présentation animée de la partie 2 du module 3. Choix de stratégie visant l'accès à une éducation inclusive de qualité. Merci.